Vous êtes avec Léa Et Léa. dans Alimentation sans filtre. Ok, salut tout le monde, donc bienvenue dans le 4e épisode d'Alimentation sans filtre. Aujourd'hui, on est très content d'accueillir deux intervenants pour parler justement préparation nutritionnelle et sportive, donc des sportifs pendant une période d'entraînement intensif en vue d'une compétition. Donc on est ravis de vous accueillir et puis c'est un épisode un peu particulier parce qu'on est diffusé en même temps pour la première fois sur une terrasse en même temps. On remercie la communale qui nous accueille dans leurs locaux. Et je vais vous laisser du coup vous présenter chacun votre tour. Ça marche. Bah déjà, merci de nous recevoir. Moi, c'est Romain. Je suis ancien moniteur de sport chez les pompiers de Paris. Et ensuite, après 12 années en unité, j'ai basculé dans la vie civile et j'ai continué en parallèle les coachings. Donc voilà, et en salle et sur du personal training. Grâce à Nicolas qui m'a remis un petit peu sur les rails aussi. Voilà, donc j'exerce ces deux tafs en parallèle. Ok. Et du coup, je t'en prie, présente-toi à ton tour. Tout d'abord, merci aussi de nous accueillir. Donc, moi, je m'appelle Nicolas. J'ai fait un cursus de haut niveau, moi, dans le judo, un cursus traditionnel. Après, je suis rentré chez les pompiers de Paris où j'ai fait une carrière. Et j'ai fini chez les pompiers de Paris en tant que moniteur de sport à l'état-major. Le but étant de limiter le risque de blessure chez les pompiers. Et c'était un petit peu nos axes de travail. Après, j'ai travaillé dans le milieu du sport dans Paris. J'ai monté des salles de CrossFit. Et maintenant, du coup, j'ai ma société spécialisée notamment dans la préparation des acteurs de cinéma. Voilà, un petit peu de mannequinat Ok. aussi. Donc voilà, une Vachement grosse intéressant. appétence vers le haut niveau et la performance. Ouais, et du coup, ça se traduit comment? Enfin, avec les acteurs de cinéma, c'est parce que leur corps est leur outil de travail et qu'il faut justement faire des transformations. Ouais, c'est un peu ça, tu spoil quelque chose que je voulais dire avant. Après, ouais, mais en fait, c'est des gens ordinaires qui ont des contraintes de sportifs de haut niveau, on va dire. Notamment voilà, par rapport à la durée des contraintes que peuvent avoir les acteurs pendant les tournages, mais aussi certaines demandes qui peuvent être faites pour certains rôles, d'obtenir un physique en particulier. Et pour le milieu du mannequinat, moi, c'est de me trouver entre la santé, entre guillemets, jusqu'où peut aller une femme pour plaire à certaines lignes qui sont prévues pour la mode, pour les années, tout en respectant au maximum l'aspect santé qui est vachement important pour moi. Donc, je m'inscris là-dedans. Ok. Ça, c'est assez moderne, hein. Je pense que ça n'existait pas il y a 10 ans. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient carencées. Enfin, il y avait beaucoup d'athlètes aussi après des weight cuts, en fait, quand on leur demande de perdre 10-20 kilos en un mois et demi. Et au final, il y avait des contre-performances, hein. Quand ils arrivaient au moment de la compétition, ils étaient complètement KO, déshydratés. Ok. Ok, ok. Et alors, donc, si on parle un peu plus personnellement de votre pratique sportive, là, actuellement, vous faites quoi comme sport? Alors, c'est assez multidisciplinaire. Yes. Et ça évolue en fait au fil du temps, des envies, des projets. Parce qu'en fait, on est une bande d'amis maintenant qui pratiquons ensemble depuis plus de 10 ans. De par le métier, déjà dans un premier temps, parce qu'on était en unité spécialisée où il fallait passer un stage de sélection. Et en fait, on s'est découvert à travers ce stage et cette unité. Et par la suite, voilà, au gré des envies. Au départ, ça a commencé par le trail. Ok. C'est parce que souvent chez les pompiers, voilà, on court beaucoup. Il y a aussi des actions de gym, un peu de musculation et pas mal de courses à pied. Ensuite, on part sur le trail nature. Très vite, on inclut le vélo. Le Mhm. vélo, le cyclisme. On a fait la traversée des Pyrénées ensemble. On a fait Paris, Ok. Paris-Périgueux. Paris-Périgueux. Donc c'est des projets personnels. Des fois, ça a des visées aussi un petit peu plus virtueuses par rapport à des problématiques que des amis ont rencontrées. Et là, on sort d'un gros raid qu'on a fait en Corse, le Corsica Raid Aventure, qui a duré 5 jours, mais qui nous a demandé 2 ans de préparation. Donc on agrémente avec de la préparation physique comme le crossfit. On reste pas figé sur une pratique en règle générale. On vient puiser un petit peu de ce qui se fait de meilleur sur ce que nous on aime et ce qui nous semble cohérent par rapport à notre manière de bouger. Donc il y avait pas mal d'épreuves. Donc pour le coup là ça demandait vraiment beaucoup de compétences. Et là on repartirait peut-être sur, là il y a les 20 km de Paris. Et peut-être Facile.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça dépend en fait ce qu'on veut se mettre comme priorité. Voilà, c'est Ouais. ce qu'on veut mettre comme curseur. Et il y a encore d'autres projets à venir. Donc voilà, c'est assez. On fait pas mal d'Aerox aussi. Yes, Voilà, donc, je me suis inscrite. yes, celui de Paris. Je me suis inscrite à celui de Paris là pour novembre. Bah, donc on se verra là-bas. Ah ben nickel. Et voilà, donc c'est assez large. Oui. Nico est un peu plus. Vient d'une origine un peu différente, comme il a dit tout à l'heure, judo. Judo, ouais, arts Ouais, martiaux. Pour revenir sur ce que disait Romain, nous, c'est assez simple. On fonctionne en groupe, on trouve un objectif qui correspond à un truc qu'on a envie de réaliser. On met des actions en place pour réaliser cet objectif. Donc, on a commencé il y a 10 ans. Le but était de faire tous les canyons qui se trouvaient dans la Sierra de Guara en Espagne. Donc, on a fait Waouh. ça. Après, on a été cartographier le fond d'un gouffre qui se situe en Suisse, en spéléo. On a fait donc les Barouds en vélo. Et donc là, le raid. Et on a un petit projet qui nous met un peu en exergue. Là, on aimerait partir de Marrakech en courant, aller rejoindre l'Atlas, faire le sommet de l'Atlas, le sommet le plus haut de l'Atlas, et redescendre. Et notre but, à chaque fois, c'est d'essayer de s'associer à une association afin de lever des fonds et de remettre ces fonds-là aux assos pour les aider à avancer. Pour l'instant, on a une appétence pour les gens tournés vers le handicap. On a fait des handicapés moteurs. La prochaine fois, ce sera plutôt probablement vers des gens touchés par des troubles autistiques. Et voilà, à chaque fois, on essaie un petit peu d'allier l'utile à l'agréable, si je peux utiliser ce terme. Ouais, c'est incroyable. Donc en fait, vous êtes engagé aussi dans pas mal de causes, enfin surtout du coup l'handicap, si je comprends bien. Et donc tous les fonds que vous avez réussi à lever, après ils sont reversés du coup. Exactement. Ok. Ouais, le dernier a été reversé à Kerpap, qui est un centre de rééducation moteur, essentiellement pour les accidentés de la route, les gens qui ont eu des vrais pépins, des vrais problèmes. Okay, et donc, du coup, ça peut servir pour les bureaux d'études. Ça peut servir aussi juste pour agrémenter leur vie, pour qu'ils aient des choses un peu plus... qui leur rendent la vie plus facile, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Et nous, la question qu'on peut se poser avec Léa, nous, on s'est d'abord intéressé à la nutrition avant de s'intéresser au sport. Vous, c'est plutôt l'inverse, c'est d'abord le sport et après la nutrition. À quel moment ça a été une question d'utiliser la nutrition en outil de performance? C'est assez simple. Moi, je viens du judo et nous, on a une règle qui est très simple, c'est que l'entraînement commence à table. Ok. Tu peux être le meilleur athlète. En ce moment, on a eu une grosse période triathlon, donc on a tous fait l'Ironman de Barcelone, admettons, enfin en majorité dans le groupe. Et le facteur limitant, c'est souvent les troubles gastriques. C'est la première cause d'abandon. Enfin, on en verra après, mais notamment par rapport à l'entraînement digestif et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, un athlète qui mange pas bien, deuxième phrase un peu toute faite, mais dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, quoi. Donc nous, on a vite compris que le facteur limitant n'était pas que physique, il est aussi mental et notamment sur la base qui est la nutrition. Ouais, c'est ça. Souvent, on dit on est ce que l'on mange. Et c'est vrai qu'en cabinet, pour le coup, je te rejoins totalement. Moi, la plupart des sportifs que j'ai, en fait, ils viennent justement pour un souci de troubles digestifs. Pendant les efforts, j'ai beaucoup de personnes justement qui font du trail, qui font des marathons. Et en fait, rien que sur le marché, on se rend compte qu'il y a 15 000 gels, 15 000 boissons de l'effort, des bars, enfin beaucoup de produits en fait qui sont dits spécifiques aux sportifs. Et en fait, dedans, il n'y a pas du tout ce qu'il faut. Ou bien on peut se retrouver avec des boissons, par exemple, qui vont être hypertoniques, qui vont créer des troubles digestifs. Et il n'y a rien de pire pour un athlète, le jour J, de voir sa compétition, ou sa performance, du coup, être nulle, si je puis dire, ou même abandonnée, parce que, en fait, on a un confort total et, concrètement, on ne peut pas aller au bout de la perf, quoi. C'est clair. Oui, c'est les deux grosses craintes qu'on rencontre en général. C'est vraiment les soucis, troubles digestifs et l'hydratation aussi. C'est vraiment les deux grosses craintes qu'on peut rencontrer sur les entraînements et tout ce qui va être endurance. Et alors, petite question, je ne sais pas si vous allez me répondre la même chose tous les deux, mais alors du coup, admettons, si on se fait un petit cas pratique, voilà, vous partez pour un ultra trail, combien de grammes de glucides, par exemple, vous allez consommer par heure d'effort? Alors, ça dépend de plein de choses, hein, j'imagine, mais... Ouais, nous, on utilise 3 métriques. Déjà, ça va dépendre de l'intensité, de la durée et de la pratique. Pour essayer, ouais. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui prouvent que pour un morphotype comme celui de Romain, tourner aux alentours de 60 grammes de glucose par heure, c'est ce qui correspond à peu près à une norme si on devait catégoriser. Cependant, il y a des contre-exemples. On peut nommer Eliud Kipchoge, qui est le seul être humain à être passé en dessous de 2 heures. Lui, il semblerait qu'il soit sur des bases de 90 grammes de glucose à l'heure.
Bon, encore une fois, il n'est pas né en prenant 90 grammes, ça s'apprend, il faut l'apprendre à l'organisme. Mais voilà, en gros, on va se situer aux alentours de 60 grammes de glucose par heure. Ouais, ok, oui, oui, bah c'est vrai que à la base, au minima, on va être sur 30 grammes hein, normalement. Puis après, c'est vrai qu'on va monter en fonction déjà du morphotype, comme tu le disais, de l'intensité de l'effort. Mais c'est vrai que j'entendais vachement là de plus en plus. Je suis pas mal de nanas qui font du trail, en fait, même des ultras sur les réseaux et elles se mettent à 90 grammes parfois. Mais je me dis, c'est hyper. Ça peut être hyper mauvais parce qu'à l'inverse, ça peut créer des troubles digestifs, comme on le disait. Bien sûr, après, ça peut aussi favoriser certains hypoglycémies réactionnelles, pas forcément sur la course, mais des fois, pendant des phases d'entraînement, ils ne comprennent pas. Non, je pense que le problème, il y a une phrase, je ne saurais pas la dire exactement, mais entre ce qu'on dit, ce qu'on entend, ce qu'on croit avoir entendu et ce qu'on croit avoir dit, il y a des problèmes de compréhension. Les gens, ils ont vu sur un rush de podcast qu'un athlète pro prenait 90 grammes de glucose. Ils ne se posent pas la question de se dire à quelle vitesse il court, dans quelle atmosphère, est-ce que c'est humide, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est sec, et ils ne prennent pas dans la globalité la mesure. Et je pense que nous, en tant que professionnels du sport ou professionnels de santé, on a un réel enjeu d'éducation là-dessus. Oui, à adapter vraiment les recommandations à chacun, à sa pratique. Ouais, déjà informer déjà les gens, effectivement, comme dit Nico, il y a des sources infinies pour prendre une information sur la consommation. Et c'est vrai que déjà, on n'a pas tous le même métabolisme. Comment on prend ces compléments, à quel moment il faut les prendre, dans la journée, comment ça s'inscrit. On n'a pas tous le même travail. Il y en a qui ont du travail très dur, déjà sur le terrain. Il y en a qui font du travail de nuit. Donc il y a déjà des désordres au niveau vous le savez mieux que moi, je pense, au niveau de la diététique. Et donc derrière, quand il faut se lever le matin quand même à 5 heures, faire un entraînement, est-ce qu'on le fait à jeun, on le fait pas à jeun, on a lu que c'était bon. Il y en a qui vont faire du jeûne intermittent. Donc effectivement, tout ça, si en plus, le jour de la course, on s'invente un produit, on se dit, bah, tiens, j'ai vu un gel la veille. Alors ça... Donc, il y a déjà tout un process à faire. Et alors, du coup, la question que je me pose, 60 grammes de glucose, c'est quand même beaucoup. Comment vous faites pour les apporter chaque heure, si vous faites ça pendant plusieurs heures? Après, la base, c'est que, comme on s'est dit tout à l'heure, il ne faut pas un jour se pointer et faire 60 grammes de glucose. Ouais. Dans le cadre de l'entraînement, on va prendre un exemple qui est assez probant, qui est celui du triathlon. L'effort, il va durer sur un Ironman entre 9h et 14h, pour voir large. Il faut prendre en compte que déjà au petit déjeuner, qui va apparaître à peu près 2-3 heures avant, on va déjà avoir une réserve énergétique. Elle va pas partir en fumée, donc c'est pas dès la première heure qu'on consomme ça. Après, on peut aussi rajouter, donc le sucre, on peut l'ingérer par le biais des bars ou des gels, mais aussi dans certaines boissons. Ouais. Okay. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est dans chaque partie qu'on va ingérer, combien est-ce qu'on a à peu près de grammes de glucose pour ne pas tomber dans l'excès. Mais en gros, ce qu'on dit nous dans le triathlon, c'est que dans une gourde, on va mettre un petit peu de boisson isotonique, mais on peut mettre aussi, il faut mettre du magnésium, du potassium, du sel, ça c'est vachement important. On l'oublie, mais en fait, aujourd'hui, dans un gel, tu en parlais tout à l'heure, oui, il y a du sucre. On ne va pas trouver d'électrolytes notamment, mais pour un coureur de très longue distance, c'est primordial. Donc, moi, souvent, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'essayer déjà d'échanger le plus possible, c'est-à-dire prendre ce qu'il y a au ravitaillement, parce que c'est présent, et même si ce n'est pas toujours l'idée du siècle, ça permet déjà de changer, de prendre un petit peu de gel, de prendre un petit peu de bar, de prendre un petit peu de boisson, et d'essayer de faire en sorte de consommer un petit peu de tout, plutôt que d'être tout le temps sur la même base, en fait. Ah non, mais c'est clair, totalement. Tout n'est pas glucide. Hein. Il faut aussi regarder, en effet, le sodium, parce que de toute façon, on va en perdre énormément avec la sudation. On va regarder le potassium pour la contraction du muscle cardiaque, le calcium, tout simplement aussi pour la contraction musculaire, le magnésium, bien sûr, c'est mieux relaxant. Et puis, c'est ce qui permet aussi de générer, en fait, de l'ATP, donc, en fait, de la force et de l'énergie. Et c'est vrai que généralement, en fait, dans les produits qu'on trouve dans le commerce, il manque souvent des choses. Par exemple, les vitamines B, hyper importantes, impliquées dans l'ensemble des métabolismes énergétiques. On retrouve il y a beaucoup de produits où on n'a même pas de vitamines du groupe B, où on ne va pas avoir de BCA non plus. Donc, c'est vrai qu'on peut, en fin de compte, réussir à faire des boissons soi-même. On peut mettre un peu de jus de raisin, par exemple, qu'on va diluer avec de l'eau. On va mettre un petit peu de citron pour avoir de la vitamine C qui est antioxydante, la petite pincée de sel.
Et on peut s'y retrouver comme ça. Est-ce que vous utilisez du coup de la maltodextrine? Enfin, c'est quoi votre sucre préféré, si je puis dire? Moi, pardon, vas-y. Vas-y, Romain, vas-y. Non, non, il y a une boisson d'effort qui nous avait été transmise par un médecin. Pardon, tu m'entends là? Ouais. Qui nous a été transmise par un médecin. J'ai oublié son nom, docteur Séné. Voilà. Ok. Qu'on va passer sur les matinales sur France 2, je crois. Et lui, il a effectivement nous donné une boisson très simple. C'était utiliser, par exemple, une boisson telle que la Vichy ou Saint-Yor, donc assez riche, effectivement, en bicarbonate, mais pas que. Yes. Et de dégazifier un petit peu tout ça si on n'aimait pas justement les boissons pétillantes, et d'en enlever un tiers. Et sur le tiers restant, de remettre un petit peu, soit du jus de raisin, une boisson sucrée, très simple. Et effectivement, avec très peu de mélange, on arrivait déjà soit en boisson de récupération, soit en boisson d'effort. Une boisson très, très intéressante, en tout cas pour les entraînements maison, et pas trop cher. Oui, ça, c'est un bon conseil. Moi, je sais que je l'applique à mes patients. Cette technique-là, elle fonctionne très bien. On n'a pas besoin de se prendre la tête à calculer les minéraux, etc. Parce que dans la Vichy, dans la Saint-Célestin, on a vraiment tout ce qu'il faut. Ouais, et puis l'ion bicarbonate qui permet quand même de neutraliser l'acidité qu'on va créer pendant l'effort, hein. Donc éviter aussi derrière des contre-performances. Ça peut être hyper intéressant. Et alors là, on parlait vachement d'ultra trail, mais vous faites les Aerox. Donc est-ce que votre alimentation, et je pense avoir la réponse, c'est pas la même quand vous partez sur un ultra trail que quand vous faites du crossfit? Non, mais après, pour parler soit du CrossFit ou de l'Aerox, c'est que la durée de l'Aerox, elle diffère très peu. Donc, mettons, on sait qu'un athlète qui veut se qualifier au championnat du monde, son temps va greffer entre 55 minutes et 1h05. Donc, on va être dans une filière énergétique qui est bien particulière, donc des dépenses bien particulières. Donc, s'il a pris un petit déj 3 heures avant, de prendre un gel dans les 10 minutes avant le départ, potentiellement avec 30 grammes de glucose, ça peut suffire largement pour 1 heure, parce qu'il ne part pas non plus à découvert, et ça limite les problèmes gastriques. Mais quelqu'un qui voudrait s'inscrire sur une épreuve Aerox, notamment en solo, qui serait primo-accédant, entre guillemets, et qui va prendre plus d'1h30 à 2 heures, en effet, là, il faut peut-être réfléchir à emporter avec soi quelque chose à manger. Mais souvent, les débutants, ils vont pas sentir forcément la faim. Et ils se disent, si j'ai pas faim, j'ai pas besoin. Comme si j'ai pas soif, j'ai pas besoin. Alors, je veux pas vous faire de dessin sur la déshydratation. Quand on a soif, il est déjà C'est trop tard. déjà trop tard. Ouais. Sauf que quand ils arrivent à avoir des crampes, ils ne savent pas si c'est parce que l'intensité était trop importante, est-ce qu'ils s'étaient déjà déshydratés. Donc, moi, le conseil que je donne souvent, c'est un conseil un peu bateau, mais c'est déjà de rien essayer le jour de la compète. Ça, on est tous d'accord pour dire que c'est un peu la phrase facile, mais c'est quand même bon de le rappeler. Quelqu'un qui va faire un Aerox, il va préparer l'Aerox et normalement avant, il va faire déjà un test au moins de la moitié de l'épreuve. Moi, je l'invite à prendre un petit peu une petite boisson sucrée, comme on se l'a dit pendant la séance, ou une petite barre de céréales ou une petite pâte de fruits qui peut l'aider déjà à avancer. Et ça va être dur de contrôler exactement si on est au point qu'on voulait atteindre, mais on sait déjà qu'on se prémunit de quelques galères, quoi. Ouais. Je prends note, hein, parce qu'honnêtement, je vise pas les 50 minutes. Je pense pas. Et du coup, donc là, on parlait vachement, enfin, on a orienté la conversation sur les glucides, hein. Bien sûr, c'est le substrat quand même préférentiel de nos cellules, surtout quand on fait pas mal de sport. Au niveau des protéines, moi, je vois beaucoup en consultation, en fait, des sportifs d'endurance qui ne consomment pas, pour le coup, assez de protéines et du coup, en fait, qui ont faim, mais en permanence. Et il va y avoir des quantités de glucides, mais hyper impressionnantes de consommer, vu que dans tous les cas, on est sur un effort qui est très énergivore. Et en fait, j'ai l'impression que les protéines, elles ne sont pas assez mises en avant dans les sports d'endurance. Et ça, est-ce que vous aussi, vous avez ce ressenti-là Ouais, j'ai ce ressenti pour une raison qui est très simple, moi, c'est que les industriels aujourd'hui, ils sont attachés à nous faire des gels un peu magiques. Les gens s'attachent à ça. Et aujourd'hui, pour trouver une source de protéines qui est facilement assimilable, notamment quand il y a des chocs, lorsqu'on court, l'estomac bouge un petit peu, ça crée déjà des chocs, ça ne facilite pas la digestion. Emporter quelque chose, une source de protéines aussi dans sa sacoche, c'est pas toujours très facile. Les industriels, ils se sont bien penchés sur une partie du sujet, mais pas sur la globalité du problème. Et si on était aidé par des grandes marques, ce serait plus facile. Mais aujourd'hui, dire à quelqu'un, amène 30 grammes de fromage blanc, il va se dire, ok, merci, mais comment tu fais quand on fait des raids comme celui qu'on a pu faire, quand on arrive au checkpoint, on a préparé en amont quelque chose de riche en protéines et ça va avoir des effets. Mais dans des courses un peu plus où il y a moins de confort, où il n'y a pas forcément le but, c'est pas de s'arrêter. Aujourd'hui, on est dans une course à la performance. Même les pros prônent des ravitaillements ultra courts sur ultra trail, sur des courses de 2 jours.
Donc quand les gens voient ça, ils se disent ben, moi non plus, j'ai pas envie de m'arrêter pour me manger un plat un peu plus consistant. Donc à mon sens, la problématique, elle vient plutôt du côté pratique plutôt qu'autre chose. Et moi, j'ai un patient qui m'avait posé la question. On n'était pas sur l'ultra trail, hein, mais on était sur une endurance peut-être de 3, 4, 5 heures. Il me disait qu'au point de ravitaillement, il voyait des sandwichs de saucisson, des sandwichs jambon de pays, etc. Il m'avait posé la question si c'était intéressant pour lui ou pas. C'était déjà un petit peu trop tard, hein, parce que c'était la semaine d'après, donc je lui ai dit de ne pas forcément tester ça avant. Mais vous, à partir de quelle endurance ça devient intéressant de rajouter des protéines réellement? Je dirais qu'à partir du moment où l'effort il dure 3 heures. 3 heures, Ouais. Ouais. puisque c'est à peu près l'espace qu'il faudrait avoir entre des prises d'ingestion, enfin d'ingestion de protéines, à partir de 3 heures, ça commence à être intéressant. Et effectivement, c'est jamais anodin de l'avoir sur... les gens ne se sont pas inventés au ravitaillement, se dire bah tiens, si je mettais ça, je mettais ça. En général, il y a des recommandations. Souvent, sur des ultras ou sur des trails longs, on arrive à avoir des personnes se jettent effectivement sur les glucides. Et il y a toujours une personne qui est bienveillante, soit médecin, qui n'est pas sollicité sur le moment, qui va dire bah, justement manger un peu de sel déjà. Donc souvent, on a des gâteaux salés qui demandent beaucoup d'eau pour être assimilés. Mais de manger effectivement de la viande, ça reste intéressant. Déjà, parce que c'est salé comme c'est de la charcuterie. Et sur le moment, bah, effectivement, c'est très facile à manger. Ça a un petit goût sympa parce que ça rappelle des bons moments. Parce que sur des ultras, on aime bien se raccrocher aussi à des super moments de soirée. Et ça nous permet d'aller l'utile à l'agréable. Mais effectivement, à partir de 3 heures, moi, ça me paraît cohérent en tout cas. C'est quoi la plus grosse connerie que vous ayez faite en termes de choix alimentaires forcément, vous devez avoir une petite anecdote chacun, un truc qui vous a pas bien mis. Bien sûr, moi j'en ai une, elle n'est pas si vieille que ça, elle a moins d'un an. On est à Barcelone justement pendant ce fameux Ironman et à un moment de temps, il fait très chaud. Tu es parti depuis 9 heures, tu es sur la course à pied, ça devient un peu long. Et à un moment de temps, il y a un stand de Red Bull. Je ne bois jamais de Red Bull. Mais à l'instant T, et pourtant j'ai quelques connaissances de base sur la nutrition. Et en fait, mon cerveau me dit que là, j'ai besoin de sucre. Et je fonce et je bois une canette de Red Bull. Ça a été un enfer. Je sais que c'est très mauvais. C'est hyper, enfin, en termes d'acido basique et tout, c'est juste un carnage. Mais à l'instant T, ça paraissait être une bonne idée. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ok, ouais. Et du coup, bon, bah, s'en est suivi, j'imagine, une partie pas très agréable derrière. Non, pas du tout. Et voilà, même en termes énergétiques, déjà, vraiment, j'étais pas bien. Et en plus, sans parler des troubles gastriques qui se sont associés à ça. Oh là là. Mais bon, c'est pas grave, on fait tous des erreurs. Ouais. Ça a été un peu la même chose, mais pas avec le Red Bull. Ouais, c'est vrai qu'on se jette à un moment donné, on sent, en tout cas notre cerveau nous envoie des signaux. J'étais tombé sur le Coca. Le Coca, Ok. vraiment désordre juste au niveau du bide un petit peu, mais surtout perte de... Enfin, ça m'avait pas mis un coup de fouet. En fait, j'étais pas non plus en C'était du Coca zéro. Ouais, oui, je sais pas. Mais effectivement, j'ai senti une baisse de vigilance quand même. À un moment donné, plutôt de me mettre un coup de fouet, ça m'a mis justement dans le down pendant une petite heure. Et heureusement que j'avais pris autre chose avec moi. Et en fait, j'avais plus besoin de sel qu'autre chose. Mais sur le moment, on pense que c'est une bonne idée. Ouais. On se dit, bon, bah, tout le monde est en train de le faire. Chose qu'on fait jamais à l'entraînement finalement, d'avoir du coca sous la main. Ah non. Et là, fausse bonne idée. Ok. Ouais, donc en fait, de ce que vous me dites, ça veut dire que la prépa nutritionnelle, en fait, c'est pas même 2 mois avant une compétition ou autre, c'est toute l'année qu'il faut faire attention justement à ces apports. Est-ce que du coup, donc, vous faites des programmes? Il y a des personnes qui viennent vous voir et qui vous disent vraiment, voilà, j'aimerais que tu me fasses un programme pour me préparer par exemple à l'Aerox ou à un trail, et j'aimerais peut-être que tu m'expliques comment manger, peut-être à J7 avant la compète, ou est-ce que tu peux me faire des menus? Vous, c'est quoi la demande qu'on vous fait? Moi, personnellement, c'est vrai que lorsqu'on vient me voir, déjà, c'est en vue d'une compétition. En vue d'une compétition, donc type voilà, Aerox, ça peut être sur du trail ou tout simplement du marathon, semi-marathon.
Donc c'est assez ce qui va être intéressant. Moi, j'ai pas beaucoup de connaissances, voire pas du tout en fait, et j'ai dû m'instruire un petit peu comme tout le monde sur des livres qui me paraissaient cohérents, en suivant un peu des conseils aussi à droite à gauche. Le premier conseil en général que je donne, c'est déjà de voir un petit peu comment la personne mange. Est-ce que dans sa façon de s'entraîner, dans sa façon de manger, déjà est-ce qu'il y a des désordres alimentaires? Donc le passif déjà nous donne beaucoup de choses. Oui, je fais des courses, mais j'arrive pas à les finir. Est-ce que c'est un problème, tout à l'heure disait Nico, est-ce que c'est un problème d'intensité, est-ce que c'est un problème d'alimentaire? Et donc au fur et à mesure, on apporte des petites pièces déjà basiques. Et quand ça dépasse le champ de compétences, effectivement, je préfère orienter directement soit diététicien ou alors des collègues qui ont un peu plus d'appétence dans le secteur. Et au fur et à mesure, si ça arrive à se corriger tout seul et que la personne arrive à comprendre l'essence même de l'importance de l'alimentation alliée à l'entraînement, c'est très bien. Si ça devient plus complexe, effectivement, on les pousse un petit peu à prendre peut-être d'autres trajectoires avec des spécialistes. Ouais, tu es sur du conseil pratique en fait, Exactement. à la base, voilà comment tu t'organises, peut-être comment tu peux faire un batch cooking ou faire tes courses, enfin, mais ça c'est important aussi, c'est hyper Bien sûr. important. Et tu le disais, en plus, c'est une approche globale, c'est-à-dire même quelqu'un qui fait pas de sport, de manière générale, parce qu'il y en a, pour raisons diverses, on a besoin de bien s'alimenter. Qu'est-ce que c'est bien s'alimenter? On entend tout et rien, il y a plein de régimes, il y a plein de choses, et je comprends que pour les gens, c'est très compliqué de le faire. Donc, de se réveiller un matin et dire, bah, tiens, je vais faire une épreuve de sport, je veux m'inscrire à un marathon, je veux m'inscrire à à un Aerox du jour au lendemain, et que déjà sur le papier, sur l'alimentation, ça va pas. À l'arrivée, nous, lorsqu'on commence à établir des plans d'entraînement, on va voir tout de suite ce qui se passe. On a des moyens, le cardiofréquencemètre et autres, qui nous montrent des choses qui ne sont pas cohérentes avec ce qu'on attend. Notamment, si tu fais faire de la basse intensité, par exemple, un footing, la personne a déjà l'AFC qui commence à monter, une fatigue très importante. Très essoufflé et tout. Exactement. Donc là, hop, on stoppe, et puis on peut commencer à diagnostiquer un peu plus. Je sais que Nico pousse un peu plus le diagnostic, et va un peu plus loin justement sur cette recherche-là, et c'est ce qui amène après sur justement une bonne éducation et sportive, mais aussi alimentaire. Ah, c'est top. Et puis après, c'est vrai que là, on parlait vachement glucides, protéines, mais il y a aussi les graisses, hein, les graisses de qualité, mine de rien, hein. Je pense aux oméga 3 qui ont un rôle aussi anticatabolytique, hein, qui permettent de limiter la fonte musculaire. Après, attention aux graisses, de la même manière que les fibres avant une course ou avant un effort. Voilà, le gras va retarder la vidange gastrique, c'est lourd à digérer. Pareil, où les fibres, si elles sont consommées en grande quantité, on évite de se faire des brocolis ou des asperges avant d'aller courir. Là, pour le coup, je pense que ça passe pas non plus au même titre que le Red Bull. Mais le gras, c'est à quelle place, vous, dans votre vie? Est-ce que c'est quelque chose où vous posez des questions, justement, dessus, ou c'est mis de côté? Bah, après, je pense que pour les gens qui sont pas forcément sédentaires, moi je m'occupe notamment beaucoup de sportifs et les acides gras essentiels notamment sont essentiels. Ok, c'est important et je pense que je combats plus le sucre que la graisse. Mon cheval de bataille, c'est plutôt le sucre. Quelqu'un qui bouge bien, on parle d'un compétiteur, on ne parle pas de quelqu'un qui sort de la sédentarité et qui fait 2 activités physiques par semaine. On parle de quelqu'un qui s'entraîne de manière quotidienne, voire biquotidienne. Et en fait, il a besoin de manger, il a besoin de choses importantes. Tu parlais d'oméga 3, d'oméga 6, ce genre de choses. C'est vital, en fait, pour lui, dans son développement, parce qu'après, ça peut devenir un facteur limitant de la performance, voire plus tard, un facteur limitant de sa santé. Il vient de voir pour gagner une compète, il repart, il est blessé. Bon, je pense qu'on a un enjeu là-dedans de santé. C'est important de dédramatiser. Je ne vais pas dire que la graisse, c'est bon, mais pour le sportif, les acides gras essentiels sont obligatoires. Ouais, mais il y a beaucoup de mangeurs, tu sais, on le voit en consultation, il y a beaucoup de mangeurs complexés, hein, aussi, alors qu'ils font énormément de sport. Et pourtant, il y a tellement un objectif de performance. Il peut y avoir aussi la relation entraîneur-entraîné qui rentre en compte, le fait de, voilà, l'esprit de compétition. Et en fait, les personnes, ça va devenir obsessionnel. Et elles vont culpabiliser dès qu'elles vont manger un demi-avocat alors que c'est des graisses de qualité. Surtout que les graisses, mine de rien, on fait tout notre renouvellement cellulaire avec. En tant que sportif, on a quand même un stress oxydatif qui est hyper accru. Et puis, moi, j'ai même vu des femmes, par exemple, qui mangeaient plus du tout de gras
pour voilà, perdre du poids ou autre. Et bon, après, ça, c'est un autre sujet, mais du coup, elles n'avaient même plus de libido parce qu'on crée les hormones sexuelles, les hormones stéroïdiennes. Donc, il y a énormément de connexions, en fait, quand on fait les liens. C'est hyper important. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Oui, en fait, quand on voit les sportifs de haut niveau, il y en a beaucoup qui sont passés par des phases de sèche aussi, où on essaye de réduire le taux de masse grasse. Et forcément, masse grasse, matière grasse, il y a un rapprochement qui est très souvent fait. Et ils vont plus se focaliser sur les apports en graisse que sur les apports en sucre. Alors que finalement, c'est plutôt le contraire qu'on devrait mettre en place. Le sucre, de toute façon, se transforme en gras. Hein. Il y a des mécanismes passerelles au niveau métabolique. Mais c'est vrai que, si on prend deux personnes, par exemple, il y en a une, on l'a fait manger très sucré et l'autre très gras, celle qui mange très sucré aura beaucoup plus de conséquences délétères sur sa santé que celle qui mange très gras. Ça, c'est clair. Hein. Il n'y a pas que le diabète qui se déclenche. Le sucre, par définition, peut déclencher plein d'autres choses et il faut vraiment s'en prémunir. Parce que tu sais, on parlait des hypoglycémies réactionnelles. Chez le sportif, tu as plein de personnes qui, dès qu'ils se mettent en activité, ont des problèmes. Ils commencent à décrire des sortes de troubles de la vision, un petit voile devant les yeux. Il faut comprendre que pour le corps humain, ça peut être un vrai danger. On parle du tabagisme, on parle de l'alcoolisme. Je vais loin, mais aujourd'hui, les excès de sucre, regardez comment dans d'autres pays, ça fait un carnage, clairement. Donc, je pense que l'ARS prend pleinement conscience de la gravité des faits, mais nous, en tant qu'éducateurs, accompagnateurs et entraîneurs, on a un rôle là-dessus hyper important d'information. Ah oui, c'est sûr, d'informer, de sensibiliser, puis du coup, assez rapidement, quoi, chez le sportif, mais pas que, effectivement. Après, ça va dépendre de la qualité des sucres. Hein. Généralement, moi, j'en ai aussi qui viennent en consultation et qui me disent je comprends pas, j'arrive pas, par exemple, à perdre de poids ou autre, mais je mange pas de sucre. Et en fait, les gens associent le sucre aux produits transformés, aux biscuits, aux gâteaux et aux sodas. Mais non, en fait, un excès de sucre lent raffiné en permanence, qui n'est pas associé à une source de fibres pour permettre de réguler le pic de sucre dans le sang, qui lui va favoriser le stockage et qui va avoir des conséquences délétères sur les voies nerveuses, les vaisseaux sanguins, mais c'est tout aussi important. Et en fait, les personnes ne se rendent pas compte de ça. C'est que pour elles, des pâtes ou du riz ou un bout de pain, c'est pas du sucre. Mais si. Je suis vraiment super d'accord avec toi parce que je dis tout le temps, quand j'étais enfant, mes parents me disaient toujours, laver des courses, il faut manger des pâtes. Moi, je viens de Bretagne, on mange beaucoup de pain, mais pour rappel, l'indice glucidique des pâtes, c'est 70. Le pain blanc, c'est 70. Donc, en fait, les sucres ne sont pas forcément où on croit qu'ils sont et les choses qu'on croit bonnes ne sont pas toujours si bonnes que ça. Je pense que, pareil, il y a des petits problèmes d'information à ce sujet aussi. Mais je sais pas si toi ça te le fait, mais moi souvent les gens ils me disent en consultation ah non, moi je mange plus du tout de pâtes, j'ai complètement arrêté, je mange que du riz. En fait, le riz est plus glucidique que des pâtes déjà. Et puis après, ça va dépendre bien sûr de la texture. Est-ce que je suis sur des pâtes al dente où justement en fait ça va pas trop faciliter mon rôle à moi de digestion. Donc en fait, je vais les digérer sur du plus long terme, elles vont me diffuser de l'énergie sur un temps beaucoup plus long. Ou est-ce que je suis sur des pâtes trop cuites? En fait, là, forcément, ça facilite la digestion. J'ai un pic de sucre dans le sang qui va être beaucoup plus important. Et par conséquent, on peut revenir sur le terme d'hypoglycémie réactionnelle. Quand on n'a que des sucres qu'on digère hyper rapidement, à la fin, on a tout le temps faim. Donc là, on a beaucoup parlé d'alimentation au moment des repas, un peu sous forme de collation, pendant l'effort. On n'a pas beaucoup parlé de compléments, de suppléments alimentaires. Est-ce que vous, il y en a que vous avez mis en place qui vous ont paru nécessaires à un moment? Moi, je suis assez tranché sur l'avis, c'est qu'un complément alimentaire n'est pas un substitut de repas. Tu as beaucoup de gens, moi j'ai des athlètes qui me disaient « Ouais, mais le matin, j'ai pris ça à la place du petit-déj ». Non, mais c'est faux. En fait, c'est pas du tout, les calculs ne sont pas bons. Des protéines, pourquoi on les prend, quand on les prend et pour qui ou pour quel athlète. Prendre 15 grammes de protéines après une activité physique dans la fenêtre de 30 minutes, ça peut avoir du sens. Prendre un shaker de protéines le matin pour remplacer son petit déjeuner, je pense que c'est une hérésie et qu'on ne devrait pas le faire. Donc moi, je suis assez dur là-dessus. Je pense que déjà, si on met 100% de nos connaissances dans une alimentation de qualité, on se prémunit de 80% de galères. Un athlète qui bouge 4 heures, 5 heures par jour, en effet, on peut arriver à des limites. Parce
qu'il ne peut pas venir avec 500 grammes de blanc de poulet midi et soir. Compliqué. Donc là, c'est pratique, j'entends. Mais on parle de quel athlète, on parle de quel sport, et on parle parce qu'un être humain qui bouge 3 fois dans la semaine, il n'a pas besoin de prendre 40 grammes de protéines 30 minutes après sa séance de muscu. Non, ça c'est clair que non. Et aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique plausible qui prouve que c'est trop bon d'en prendre en excès, quoi. Ouais, Oui, il y a même plutôt l'inverse, hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui consomment trop de protéines alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et après, ça va avoir des mauvais effets sur la créatinine, sur les reins. Sur du long terme, c'est pas forcément intéressant, hein. Ça peut t'acidifier en plus parce que généralement les personnes n'ont pas un bon équilibre acido-basique, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans leur repas de la viande, en fait ça libère de l'acidité au niveau de la digestion, il va y avoir un produit céréalier. Le produit céréalier généralement pareil, il va libérer de l'acidité, alors qu'à la base on est censé associer à chaque fois un élément alcalinisant qui va permettre de neutraliser donc les fruits, les légumes avec un élément acidifiant, et c'est ça qui permet vraiment de ne pas être en acidose en fait en permanence. Après, pour revenir vraiment sur les compléments alimentaires, tout ça, c'est vrai que je pense que les personnes ont tendance très rapidement, voilà, dès qu'elles se remettent au sport, on parle de 1 à 2 séances par semaine, à se dire, bon, allez, je vais prendre de la whey, comme ça va booster mes perfs. Pas du tout. En plus, souvent, les personnes, généralement, elles la choisissent mal. Donc, déjà, il y a différents types de whey, ça, c'est important. Et après, oui, on peut complètement subvenir à nos besoins en fait en protéines via l'alimentation courante. Mais c'est vrai que parfois, quand on est à 5, 6, 7, 10 heures de sport par semaine, qu'on est au boulot, parce que c'est ça aussi, on n'a peut-être pas l'occasion de se faire un blanc de poulet toutes les 2 heures, quoi. Enfin, ouais. Et donc là, ça peut être judicieux, bien sûr, de le mettre en place. Vous pensez à d'autres compléments comme ça que vous pouvez recommander ou que vous prenez? Vous prenez quoi? Est-ce que vous en prenez? Moi, personnellement, effectivement, je prends juste de la whey, donc chez NutriPure. Isolate? Isolate. Yes. Isolate, exactement. Avant, j'avais testé de la végétale aussi. Bon, je dirais que j'ai pas. Ça m'aidait effectivement. On parlait tout à l'heure de quantité. Lorsque j'ai commencé à regarder un petit peu les besoins. Les besoins, c'est vrai que qu'on parlait tout à l'heure d'éducation, très compliqué d'aller chercher des informations, de trouver une seule information, ça converge pas souvent. Des fois, ça peut être biaisé par d'autres systèmes. Et, c'est vrai que de pouvoir switcher, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin sur ma journée en apport de protéines. Est-ce que, déjà d'analyser la quantité de protéines sur les repas qu'on a la journée, très compliqué. On n'a pas la même chose dans le poulet, on n'a pas la même chose dans le bœuf, dans le poisson, même en apport en protéines végétales. Donc déjà, c'est d'analyser ça. Très compliqué de le faire. On sait que même avec la meilleure volonté du monde, si on prenait par exemple un shaker de protéines, disons 30 grammes, même coupé en 2 fois, je suis même pas sûr, surtout chez les personnes à la limite qui font très attention de ne pas manger trop de viande, parce qu'après, il faut faire attention à toutes les informations qu'on entend. Il faut faire attention à ne pas manger trop de viande rouge, ne pas trop manger de viande. Mais qu'est-ce qu'on parle de viande blanche, on parle de viande rouge. On est vite perdu, ouais. C'est hyper compliqué. Donc même en prenant un bouquin, en comprenant les grandes lignes, c'est très complexe. Donc effectivement, moi je me suis mis un petit peu... j'ai trouvé en tout cas qu'après des séances d'entraînement, notamment en récupération, et par le biais après, en interrogeant Nico et d'autres amis, de se dire, voilà, au niveau des quantités, à quel moment il faut le prendre, est-ce que c'est mieux là, est-ce qu'on entend qu'il y a des délais, est-ce qu'on doit le prendre tout de suite, 3 heures après, qu'est-ce qu'on prend dans l'ordre? Voilà, il y a tout un schéma. Donc, ce qui est, en tout cas, j'ai trouvé que, effectivement, de prendre un peu de whey de temps en temps, quand je sentais que j'en avais besoin, quand je sentais que dans la journée, j'avais pas eu assez, ça me permettait. Est-ce que ça a un effet placebo? J'en sais rien. Le lendemain, j'avais mieux récupéré, j'avais mieux encaissé. J'ai testé pendant une période, j'en avais parlé un petit peu à Nico, pendant 6 mois, 10 mois, période d'Aerox. Après, on avait fait Maastricht en 2022. Ouais, 2023. J'ai essayé sans. Je ne sais pas s'il y avait de l'inertie ou j'ai pas senti d'effet tout de suite. Donc je me dis, ouais, c'est ok. Et en fait, j'en prenais plus. J'en avais plus acheté du tout. Et au bout de 6 mois, 10 mois, j'avais de la fatigue. Je sentais de la fatigue. J'arrivais pas à encaisser les entraînements. Pourtant, et le problème, c'est que quand tu t'entraînes avec tes potes, on est toujours un peu plus ou moins au même niveau. On se tire un peu la bourre. Puis à un moment donné, tac, il y en a qui s'envolent, alors qu'ils n'ont pas changé leurs habitudes. Et toi, tu es en train de partir.
tu dis, bon, attends, est-ce que je dors mal? Ouais. Est-ce que bon, a priori, j'ai pas de soucis de professionnel. Et effectivement, après, j'ai remis le doigt dessus. J'ai dit, mais c'est vrai que j'en prends plus de ça, effectivement. Donc, j'ai repris un petit peu. Mhm. J'ai senti un peu de changement, mais effectivement, ça se résume à ça essentiellement. Mais ouais, pour revenir en tout cas sur la question de délai, hyper important parce que moi j'ai tout le monde en consultation, voilà, tous les sportifs, ils me disent oh, j'ai pas pris mon shaker dans les 30 minutes qui ont suivi ma séance. En réalité, le plus important, c'est de nourrir le muscle de manière régulière et de pas, enfin, en tout cas selon moi, de pas aller solliciter son muscle alors qu'on ne l'a pas nourri depuis trop longtemps parce que ça peut être traumatique pour lui. Donc, c'est surtout ça qui va être intéressant. C'est, OK, est-ce que mon muscle, il est bien nourri le matin ou je vais venir casser mon jeûne nocturne justement parce que pendant toute la nuit, mon muscle, il n'est pas alimenté, à part si j'ai pris de la caséine avant d'aller dormir. Mais bon, très rares sont ceux qui font ça. Et est-ce que, voilà, tout au long de ma journée, je vais avoir une bonne répartition de mes protéines. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'idées reçues. Moi, j'en avais qui me disaient, on ne peut pas absorber plus de 30 grammes de protéines par heure. Enfin, on me disait beaucoup de données comme ça, je pense un peu parasites. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que les personnes sont totalement perdues, en fait, parce que y a tellement de données. Très C'est complexe. Ouais. Moi, j'ai des patients qui essayent de calculer leur rapport en protéines, mais ils prennent en considération que la viande et le poisson, par exemple. Donc là, ils me disent, ah ben, c'est impossible d'arriver à 2 grammes par kilo de poids de corps par jour. C'est impossible. En fait, ils ne prennent pas du tout en considération les produits laitiers, effectivement, les féculents complets, enfin, les graines, tout ce qu'on peut utiliser en plus que la viande et le poisson. Donc souvent, leurs données, elles sont assez faussées. Et c'est là où ils vont choisir la facilité par le supplément, la whey, alors que ce n'est pas toujours nécessaire. Donc la question effectivement d'apport sur une journée, de calcul assez précis, elle se pose avant même de passer l'étape là, ouais, c'est clair. Et puis ça va dépendre aussi de la personne. Si la personne, elle fait beaucoup de sport et qu'elle arrive et qu'elle me dit qu'elle aime pas du tout les poissons gras, moi je vais je vais lui dire bon bah allez, let's go, on va prendre des oméga 3. Donc ça va dépendre aussi des goûts, du mode de vie de la personne. Enfin, il y en a qui vont partir sur de la créatine parce qu'ils ont un objectif de prise de masse et qui poussent à la salle et ils veulent optimiser leur performance sur des efforts de courte intensité. Enfin, ça dépend vraiment du profil en fait et du type d'effort que fait la personne pour la supplémentation. C'est ça qu'on va regarder essentiellement, hein. Oui, c'est sûr. Et d'apporter du coup des protéines différentes aussi, d'avoir des protéines un peu rapides, un peu lentes. Tu parlais de la caséine tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant aussi d'éduquer là-dessus, sur les différents types de protéines et leur intérêt, quoi. Ouais, et puis après, enfin, je sais pas si vous avez déjà été végétarien dans votre vie ou si on vous a déjà demandé, enfin, est-ce qu'il y a déjà un végétarien justement qui vous a dit, bon bah ok, voilà, j'ai envie de faire tel exploit sportif, est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que bah, justement vous avez réussi à l'aider ou est-ce que vous avez été limité? Enfin, vous en pensez quoi de tout ça justement? Moi, j'ai un parti pris là-dessus aussi, c'est que pour toute la stratégie nutritionnelle des athlètes, moi, je m'en occupe de manière personnelle. Mais dès que ça devient trop précis, il en va de la santé de l'athlète ou, admettons, des acteurs dans le cas d'une perte de poids trop importante. Moi, je me tourne vers des professionnels de santé, nutritionnistes, enfin, diététiciens, nutritionnistes, et on travaille une trilogie avec l'athlète ou l'acteur, la diététicienne et le préparateur physique. Et on essaie de faire un call au moins une fois par mois. On met le game plan en place et on mesure ce qu'on veut obtenir. Et en fonction de ça, on avance chacun son travail, je pense. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose d'hyper spécialisé. Et les contraintes, on n'a pas énormément non plus de retour sur les contraintes. Il y a eu un temps où c'était plus du tout bien de pouvoir prendre des lactoses. Tout le monde était intolérant au lactose. Tout le monde s'est levé un peu intolérant. Après, tout le monde a été vegan. Enfin, pas tout le monde, mais en gros, il y a eu aussi des effets de mode. Ouais, Et je bien pense que sûr. là-dessus, il faut essayer d'être le plus à jour possible sur les études scientifiques qui ont été faites. Et là-dessus, seuls les professionnels de ce métier-là sont aptes à prendre ce genre de décision, je pense. Eh ben, enchanté Léa Tourin. En tout cas, voilà, si je devais donner un point de vue sur l'alimentation végétarienne ou végane, moi, ce que je dis souvent en fait à mes patients ou mes patientes qui arrivent et voilà, qui sont végétariens ou autres, je leur explique qu'il faut bien comprendre que, par exemple, dans le cas d'une perte de poids, ça peut être un peu plus délicat parce que forcément, en fait, on va avoir une charge glucidique sur les repas qui va être beaucoup plus importante qu'une personne qui va manger de la viande, ou du poisson ou des œufs. Et en fait, déjà, pour les véganes, moi, je m'en étais aperçue, j'ai ma sœur qui a été végane pendant des années. En fait, elle avait tout le temps faim.
elle arrivait jamais à satiété. En fait, il faut bien comprendre que déjà, ce qui nous permet d'arriver à satiété, en fait, c'est le gras qui se fixe sur nos récepteurs. Donc, quand on n'a jamais de gras, quand on n'a pas les protéines animales aussi qui sont, mine de rien, satiétogènes, on peut être tout le temps en permanence en train de chercher, en fait. On n'arrive jamais à satiété, donc on va augmenter sur quoi? Forcément sur la patate douce, le riz, le quinoa, qui sont des glucides. Même si on a tous cette image de la patate douce c'est sain, la pomme de terre c'est sain, le quinoa c'est sain. Ouais, mais ça reste du sucre en fait. C'est comme les personnes avec les fruits. J'en ai beaucoup qui me disent ça va, c'est un fruit. Mais c'est pas parce que c'est du sucre naturel qu'il n'y a pas le fameux pic de sucre dans le sang en fait qui est induit. Il peut y avoir quand même un problème. Un diabétique qui mange 6 fruits par jour, il va avoir un souci. C'est vrai. Voilà. Moi, je sais qu'en consultation, les sportifs qui ont un régime végétarien, je leur conseille souvent de fractionner leur alimentation, de ne pas se baser seulement sur 3 repas, mais d'en faire 4 ou 5 pour essayer de répartir au mieux leurs apports en glucides et en protéines aussi, quoi. Ouais. Je trouve que c'est plus facile. J'ai remarqué en tout cas que les personnes qui peuvent venir en objectif de performance, bien souvent ils sont plus informés que nous. J'ai remarqué, en tout cas ceux qui sont déjà végétariens ou végétaliens depuis très longtemps, ils ont l'air déjà d'avoir trouvé, en tout cas, c'est vrai que quand on regarde certaines recettes, certains menus, c'est déjà, il y a un très bon équilibre. Il va manquer effectivement certaines choses qu'on ne retrouve pas dans la partie animale, mais souvent ils sont assez bien organisés et dans un premier temps, c'est vrai que dans un objectif de performance, ils peuvent augmenter juste finalement les portions. Et après, derrière, s'il y a des déficiences, s'il y a des choses, si notamment il y a des pertes de masse maigre, là effectivement, on peut être orienté différemment. Mais dans un premier temps, j'ai remarqué en tout cas, il y avait une certaine, ils sont plus éduqués. Oui. En tout cas qu'une personne sédentaire. Ils sont plus renseignés, ils vont faire des complémentarités protéiques. Donc, je pense par exemple à semoule plus pois chiches, à riz plus lentilles. D'ailleurs, le quinoa, qui est le seul produit céréalier qui a le même profil en acide aminé essentiel qu'une protéine animale, c'est le seul. Donc en fait, ils sont vachement renseignés. Après, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne se supplémentent pas en B12. Je pense aux véganes, ça c'est primordial. Une personne végane, c'est supplémentation en B12 obligatoire. Et on va faire un check-up quand même tous les ans ou tous les 2 ans, un check-up complet, parce que ça ne convient pas à tout le monde d'être végane. Il y en a qui ont des problèmes, qui vont être anémiés. Les anémies, ce n'est pas juste un manque de fer. On peut être sur une anémie macrocytaire, c'est la B9 et la B12 qui sont manquantes. Et ça, il y a des gros problèmes après. Il y a une asthénie générale, la personne est KO, ce n'est pas le but non plus. Et après, moi, je vois des végétariens qui ont des performances sportives qui sont quand même incroyables et qui sont mieux que certaines personnes qui consomment de la viande, du poisson, des œufs. Ça dépend comment c'est mis en place. Bien sûr. Comme on disait tout à l'heure, il y a aussi une grosse question qui se pose sur l'hydratation pendant les entraînements longs et aussi pendant les compétitions d'endurance. Est-ce que vous avez des conseils à donner, que vous avez mis en place, ou vous donnez que vous conseillez Moi, ce que j'aime bien faire, qui est facile à mettre en place au début, c'est pour faire prendre conscience aux gens Boire la du Red Bull. déshydratation. Non, ce que je fais, c'est que je propose à mes athlètes tout au début de se peser avant d'aller courir et de se peser au retour de la course à pied. Moi aussi, je fais ça. Ça rend ultra facile le fait de pointer du doigt que tu t'es déshydraté. C'est pas parce que oui, mais j'ai presque pas transpiré. Tu viens de perdre 500, 600, enfin peut-être même 1 kilo. Et en fonction de ça, une fois qu'ils ont pris cette petite claque, entre guillemets, ils comprennent l'importance de l'hydratation. Ça, je le fais à tous les coups et c'est quelque chose qui marche bien à essayer assez rapidement. Ouais, on fait fois 1,2 à peu près après. Ouais, alors après, le problème, c'est qu'une fois qu'on donne ce genre de métrique, les gens ils disent ok, c'est bon, j'ai fait mon footing et derrière, j'ai bu une bouteille d'eau. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Déjà, c'est que combien de temps est-ce que tu vas t'hydrater en amont aussi, parce qu'on peut prévoir un petit peu la déshydratation. Qu'est-ce que tu vas boire après, ok? Donc, et plutôt essayer d'échelonner son hydratation sur une journée. Des fois, on voit les bouteilles, il y a des petits cercles de plastique au milieu. Boire l'équivalent d'un cercle par heure, c'est très bien, parce que des gens, quand on leur donne des métriques importantes, comment savoir si je suis bien hydraté? A priori, la couleur de tes urines, ça laisse être une
quelque chose d'assez facilement mesurable et tu peux regarder et contrôler ton hydratation. Ben, ils disent ouais, mais j'ai les urines claires. Oui, mais tu as bu la moitié de ta bouteille en une demi-heure. Non, c'est tout au long de la journée. Essayer d'avoir des urines d'une couleur assez claire et une bonne métrique pour toi de contrôler ton hydratation. Ouais, et puis on parle souvent de justement le fait d'être déshydraté, mais pareil, il y en a qui se surhydratent. Ça, c'est pareil, enfin, c'est pas bon non plus. Les reins sont KO, ils sont fatigués. Moi, j'en ai, ils me disent bon, bah, je fais du sport, du coup, je bois 5 litres d'eau par jour. Je dis, mais Ouais. pas du tout. Ça, c'est hyper dangereux aussi. Enfin, on va complètement. Là où on a une concentration bien précise de certains solutés dans le sang, on va tout diluer. On peut faire de l'hyponatrémie, c'est hyper dangereux aussi, donc bien faire attention à ça. Et, euh, et voilà, c'était ça. Mais c'est important ce que tu dis parce Ouais. que je vais faire une référence à Fabrice Kunt, qui est un diététicien, aussi nutritionniste de l'INSEP. Et il nous avait exposé une fois une étude sur les championnats du monde d'Ironman. Donc là, on fait vraiment appel à des gens qui sont ultra forts. Et je ne vais pas donner le chiffre au risque de me tromper, mais le nombre de personnes surhydratées, en l'occurrence, avait même créé des abandons chez des athlètes de très très haut niveau. On peut retrouver l'étude sur Internet. Elle a été faite par un bureau d'études américain. Elle est assez facile à comprendre et donc c'est hyper important de souligner Ouais, la surhydratation, personne n'en parle. Mais peu de gens le connaissent, mais c'est hyper important. ouais, c'est ça. En fait, normalement, on a des concentrations voilà, en sodium, en potassium, de part et d'autre de nos membranes, tout ça qui sont bien précises. Si on dilue tout, bah, en fait, il y a un réel souci, hein. Après, on peut faire aussi une chute de tension. Enfin, c'est pas bon du tout, quoi. On passerait pas à la petite partie préparation physique? Allez. Parfait. On rentre un peu plus dans... Dans notre sujet. Ouais, là, on a envoyé, c'est à vous maintenant.